JAS de La Rochelle, on s'intéresse aux aliments, mais également à leur emballage. Nous allons donc nous intéresser aux emballages. Démarrons avec cette étude qui a été menée par le National Zero Waste Council canadien, qui a démontré que les emballages représentaient en moyenne 5% des émissions de gaz à effet de serre d'un aliment. Une conférence va se tenir là, très rapidement cet après-midi sur ce sujet des emballages, les facteurs clés qui font bouger les lignes. Avec moi sur ce plateau, donc, quelques-uns des intervenants de cet après-midi. Bonjour Valentin Fournel. Bonjour. Vous êtes directeur R&D et service éco-conception chez Citeo. Citeo est une entreprise privée à but non lucratif spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers ainsi que des papiers. Philippe Reutenauer, vous êtes responsable de projet emballage écologique chez Léa Nature. Léa Nature qui propose notamment des aliments, de la cosmétique, et vous êtes basé à Périgny en Charente-Maritime. Et puis David Alain, vous êtes directeur du pôle emballage CTCPA, également membre de RMT Propac Food, RMT pour Réseau Mixte Technologique, un réseau labellisé par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et il se trouve que c'est vous qui allez animer cet après-midi les conférences. Expliquez-nous de quoi allez-vous parler ? Eh bien, bonjour. Alors aujourd'hui, la conférence, elle va être axée sur la thématique emballage, comme vous l'avez dit. Donc il y aura 4 interventions et qui vont tourner autour de la profonde mutation auquel est confronté l'emballage à l'heure actuelle. Le contexte loi AGEC et décret 3R, donc loi AGEC pour loi anti-gaspillage et économie circulaire. Et donc il y aura 4 interventions. Donc la première sera animée par Valentin Fournel qui va développer la stratégie 3R, qui est un axe du décret 3R, qui est quelque chose auquel les entreprises vont être confrontées assez rapidement sur le sujet. Il y aura ensuite Bruno Siri du Conseil national de l'emballage qui va beaucoup parler sur les allégations environnementales sur les emballages, donner des exemples pratiques de choses qui sont possibles de faire, d'autres qui ne sont pas possibles. Voilà, donc il y aura des exemples assez pratiques. On enchaînera avec Philippe Reutenauer de chez Léa Nature qui va faire un panorama très intéressant sur 10 années d'éco-conception chez Léa Nature sur la partie emballage. Et puis la dernière conférence, animation, sera faite en distanciel par Roman Jager de chez Wrackenroll, qui est une petite start-up basée à Lyon et qui travaille sur des solutions zéro déchet pour la vente en ligne. Merci pour ce bon brief. Je vais vous demander, Valentin Fournel, comment est-ce que vous travaillez aujourd'hui ? Quelles sont vos actions chez Citeo pour améliorer les emballages ? Alors aujourd'hui, on accompagne les entreprises pour les aider à réduire les impacts environnementaux de leurs emballages. Et quand on parle d'impacts environnementaux, c'est bien au pluriel. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs, il faut réussir à créer un peu de sens, de direction dans un sujet qui en fait est éminemment complexe et multifactoriel. Et donc, on les accompagne en développant alors déjà de la connaissance, parce qu'on n'a pas la connaissance sur tout quand on parle de réduction des impacts, de recyclabilité par exemple. On n'a pas encore toutes les réponses. Donc, on a des travaux de R&D en propre, on travaille avec les entreprises dans le cadre d'appel à projet pour justement développer ces solutions de demain. Et puis ensuite, on vient diffuser toute cette connaissance justement avec tous nos partenaires évidemment au plus grand nombre d'entreprises de par des guides par exemple, des fiches réflexes, des accompagnements, des parcours éco-conception et des outils aussi en ligne accessibles à tous nos clients pour qu'ils puissent justement évaluer, diagnostiquer et avoir un plan d'action sur leurs emballages. Vous avez dit on ne sait pas tout, on travaille dessus. Vous avez des doutes aussi, je crois, sur ce marché de l'emballage. Chez Léa Nature, vous disiez, ça fait 10 ans que vous travaillez à l'éco-conception. Quels sont vos doutes aujourd'hui ? On est dans un marché qui est très changeant où, pour sûr, la législation anime beaucoup les choses, la législation européenne, mais la législation française aussi. C'est une très bonne chose. La première chose que je veux dire, c'est que c'est des lois qui sont vraiment souhaitables, qu'il faut accompagner et auquel cas il ne faut en aucun cas résister, mais qui vont perturber clairement la manière dont on opère, mais surtout faire accélérer les changements. Et c'est vraiment ça qu'on veut. Et ces doutes, ils sont légitimes, je les ai aussi. Quelles seront les solutions gagnantes, quelles seront les solutions retenues par les consommateurs, plébiscitées par les consommateurs demain ? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que vous proposiez par exemple il y a 10 ans et qu'aujourd'hui vous avez arrêté de faire ? Dans le cas de Léa Nature, typiquement, on a arrêté de vendre des produits dans des gourdes multimatériaux. Ça fait pas mal d'années.
On a arrêté aussi des quadrettes qui n'étaient pas recyclables. Donc typiquement, Des quadrettes. des quadrettes, c'est des par 4 ou des. Ah, vous savez quand oui. vous achetez Ah oui, à l'intérieur c'est des compotes que vous achetez en 4 portions Ah oui. qui se séparent en les cassant. Donc ça c'est un des R classiques des stratégies à plusieurs R, je ne sais pas combien, mais refuser ou renoncer à certains emballages dans ce cas de figure, oui. On a aussi beaucoup, et c'est vraiment un des axes importants de développement de la nature, essayer de réduire la part de plastique d'origine fossile qu'on utilise en entrant du plastique recyclé, mais c'est aussi une spécialité de la nature, spécificité en tout cas, du plastique d'origine végétale. On a l'impression quand on est consommateur qu'on a quand même un petit peu vous avez le temps en fait de vous mettre en route. Il y a toujours des délais qui sont donnés à 1, 2, 3 ans. Finalement, pour vous, c'est assez difficile de réagir dans l'urgence? En fait, ce qui prend du temps, je ne vais pas dire difficile, mais ce qui est légitime de prendre du temps, c'est que c'est quelque chose qu'on ne fait pas tout seul. Valentin l'a très bien dit, c'est vraiment un partenariat qu'on fait avec Citeo. Moi, Léa Nature, si je change mon emballage et je dis ça y est, c'est l'emballage révolutionnaire, si j'ai aucune structure pour l'accueillir et lui proposer une famille derrière, je perds mon temps. Et quelque part, je perds la confiance aussi que je donne aux consommateurs. L'efficacité d'une politique d'éco-conception d'emballage se mesure surtout au résultat, et le résultat, je ne l'obtiens pas tout seul, je le retiens au sein d'une filière de recyclage. Citeo est un très bon exemple pour animer la collecte, le tri et le recyclage, mais nous derrière, metteurs en marché, on est à la fois metteurs en marché, mais aussi acteurs dans le réachat de matières recyclées derrière. Si je ne fais pas moi aussi ce geste de dire je rachète de la matière recyclée derrière pour rendre circulaire ce cycle, je perds mon temps aussi. David Alain, est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle de votre RMT, de votre réseau mixte technologique? Alors le RMT, c'est une organisation un petit peu particulière qui fédère 17 acteurs sur ce réseau, et c'est donc il y a des ITAI, donc des centres techniques, il y a des organismes d'enseignement et de recherche, des centres interfaces aussi, et puis 2 lycées agricoles, je crois. Donc il y a 17 membres et qui travaillent donc sur la thématique de l'emballage, donc à travailler pour des emballages clairement plus durables, travailler un peu de l'éco-conception, et puis tout en assurant la sécurité sanitaire aussi des matériaux. Donc l'idée, c'est de faire travailler tout cet écosystème ensemble, pour donner des directions, et puis essayer d'aller vers des emballages qui sont beaucoup plus circulaires, on va dire maintenant, toujours dans ce but de cette économie d'arrêter d'être sur du linéaire, mais on va dire de mettre de la circularité, comme l'a dit Philippe, sur l'utilisation des emballages. Parce qu'on peut se dire aussi qu'utiliser du papier et du carton pour ces emballages, il n'y a rien de mieux. Et que c'est pas ça semble. Pour les produits pour lesquels c'est possible, oui. Après, imaginez, on a parlé de gourde tout à l'heure, de compote, du coup, imaginez acheter votre compote dans un cornet en papier. Alors faut-il ne pas justement remettre le bocal en verre et proposer de grands contenants, et puis après chacun se débrouille? Moi, je suis bien d'accord avec ça. Il y a plusieurs pistes, en tout cas, pour réduire les impacts environnementaux. Et je pense que ce qui va être important, c'est d'essayer de trouver le meilleur emballage pour chaque type de produit, chaque type d'application, chaque mode de distribution, chaque mode de consommation. Ça va être, à mon avis, le grand challenge des prochaines années. Ouais. Est-ce qu'un bon emballage, c'est finalement un non-emballage? Alors non. On aura pareil, ça va être compliqué de prendre la compote à la main. Exactement, on aura toujours besoin d'un emballage, même dans des systèmes de distribution en vrac. On a toujours besoin d'emballage pour acheminer le produit. Et vous le disiez d'ailleurs en introduction, l'impact environnemental de l'emballage, c'est en moyenne, alors évidemment ça dépend des produits, mais en moyenne 5% de l'impact du produit emballé. Ce qui veut bien dire que la priorité des priorités, c'est de ne pas augmenter le gaspillage du produit. Parce que c'est lui qui va avoir le plus grand impact environnemental. Donc, quelles que soient les actions qu'on va mener, que ce soit de réemploi, de réduction, de suppression des emballages, il faut toujours s'assurer que ça n'augmente pas, in fine, le gaspillage du produit. Et donc l'emballage a d'abord ce rôle-là, qui est celui de protéger et d'éviter de gaspiller. Léa Nature, par exemple, c'est une marque que l'on trouve dans les magasins bio, qui propose aussi beaucoup de vrac. Vous le disiez, c'est la solution peut-être la moins pire, puisque c'est peut-être dans cette réflexion-là qu'il faut aller, se dire ce qu'on fait, ce que l'on propose de moins pire. C'est une solution qui doit être globale et doit vraiment aussi contenir l'usage chez le consommateur.
dans la réflexion. Et ça, c'est vraiment aussi un enjeu de recherche important à l'heure actuelle. Comment proposer des solutions qui, certes, on ne voit plus d'emballage au moment du geste d'achat, mais sur tout le cycle de vie du produit, on préserve quand même, on protège le produit et on amène cet emballage à être recirculé dans un circuit derrière. Et puis l'emballage, c'est aussi un outil de communication, bien évidemment, puisque sur les rayons, c'est parfois celui qu'on va trouver le plus beau, le plus appétissant, vers lequel on va se jeter. Donc, ça c'est peut-être une réflexion liée à une expérience d'un monde où les emballages sont à usage unique. Il faut bien faut se rendre compte qu'on se prépare à un monde où les emballages seront réemployés, donc mutualisés, donc beaucoup moins différenciants. Il est probable que dans le futur, les emballages soient beaucoup plus sobres pour le bien de tous, pour qu'ils soient plus facilement réemployés et que leur empreinte globale soit nettement réduite. Et quelque part qu'on ressente l'emballage sur son rôle numéro 1, qui est de protéger le produit. Oui, c'est ça, au départ, c'est aussi mais sanitaire. Moins de le différencier. C'est-à-dire que peut-être que, et je parle vraiment pour les natures, peut-être qu'acheter un produit qui est sain, bio, bon pour la planète, c'est plus important que d'acheter un emballage qui a des jolies couleurs et met en avant une jolie étiquette. C'est vrai qu'à un moment, il y a eu cette discussion autour des fruits et légumes bio, par exemple, qui étaient emballés. Ça semblait complètement paradoxal. Et finalement, c'était là encore pour des raisons sanitaires. Oui, ça, sanitaire, de garantie d'ailleurs de préserver le bio, qu'il n'y ait pas des contaminations croisées aussi, en fonction de l'organisation des distributeurs. Donc oui, non, il y avait une raison derrière. Après, on peut toujours faire différemment, et je pense que c'est ça que nous apprend l'économie circulaire, c'est surtout rechallenger nos idées reçues, nos idées préconçues, et se demander pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Et pas hésiter à se reposer cette question-là, et surtout de se dire, est-ce que c'est toujours vrai ? Est-ce que c'est encore d'actualité ? Ou est-ce que les choses ont changé depuis 20 ans que je fais ça ? Et donc, est-ce que ça vaut encore le coup de continuer dans cette direction-là ? Ou est-ce que je ne veux pas complètement changer les choses ? C'est pas toujours évident de pouvoir se remettre en question dans ces activités. Vous avez souvent l'occasion, justement, de pouvoir échanger. Vous échangez facilement, tous ensemble, sur ces questions-là ? On échange souvent ensemble et je pense qu'on est relativement d'accord. C'est pas tellement le consensus dans le débat qui est important. L'important, c'est comment on change les choses opérationnellement pour les natures dans nos usines. Je pense pour Citeo dans les centres de tri que vous accompagnez. C'est ça qui prend plus de temps. C'est là que l'action est importante. Mais clairement, le consensus pousse à venir changer les choses et j'espère la base de ce travail de changement. Je continuerai aussi en disant que tous les acteurs sont importants, c'est-à-dire que Citeo a son rôle, les entreprises ont leur rôle, les centres techniques aussi ont leur rôle aussi pour accompagner tout le monde. Il y a de la recherche aussi à faire. On parlait tout à l'heure de la thématique du réemploi. Il y a énormément de choses à mettre en place aussi pour arriver à une solution qui est exigée par la loi, clairement, qui va. Je rejoins Philippe là-dessus sur être une profonde mutation à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les consommateurs. Les consommateurs vont être mis à contribution, c'est-à-dire qu'on va avoir un acte d'achat, on va avoir un emballage, l'utiliser, et après il va y avoir le consommateur va être mis à contribution pour ramener les emballages en point de collecte, alors soit dans les grandes surfaces ou d'autres systèmes, mais il y a beaucoup de choses à faire, et il faut le faire aussi de façon réfléchie, avec le réemploi. Il y a toute une partie lavage aussi des emballages qui est important, donc il faut que les centres de lavage soient prêts et proches des entreprises qui vont réutiliser ces emballages. Donc c'est vraiment une réflexion globale, il faut que tous les acteurs de la filière, et je pense que c'est le cas, il y ait un consensus et tout le monde travaille dans la même direction. Alors on va dire aussi l'agenda il est assez court, il y a des objectifs à très très court terme. Il y a le but ultime de la loi AGEC, c'est les single-use plastiques, c'est terminé en 2040. 2040, c'est dans pas si longtemps que ça, donc c'est vraiment quelque chose de... Ça va vraiment être une profonde mutation pour tout le monde. C'est aussi une nouvelle culture, c'est-à-dire une nouvelle façon de consommer aussi de la part du consommateur. C'est-à-dire petit à petit, on peut peut-être l'amener jusqu'à ce moment-là. Culture, c'est vraiment le bon mot. Tout à fait. J'aime bien dire, on a la culture du recyclage du verre, on a la culture du recyclage du papier, on a la culture du recyclage du métal, mais on n'a pas celle du recyclage du plastique. Parce que l'usage unique ne nous l'a pas appris. Et effectivement, il va falloir créer, vous le dites très justement, une nouvelle culture, de nouvelles manières de faire, de nouvelles habitudes, des nouvelles routines, parce que c'est un mot qui est important,
aller faire ses courses avec tous ces contenants, avec autant de contenants quand on part que quand on revient. Ce sera notre vie demain. Oui. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'être venus Merci à vous. avant votre conférence. Avec Je vous souhaite plaisir. donc une bonne conférence.